Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une étude qui a testé l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est un flash très chaud aujourd'hui puisque c'est une étude, comme vous le voyez ici, qui a été présentée le 27 août, donc vendredi il y a 10 jours, et qui a été publiée simultanément. Donc l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Comme beaucoup de médecins à l'hôpital, on est en contact avec l'industrie pharmaceutique, donc je participe à des présentations ou des conseils consultatifs sponsorisés par ces entreprises, dont certaines commercialisent les médicaments dont nous parlons aujourd'hui, mais je tiens à préciser ici que je ne perçois jamais d'honoraires personnels. Tout est versé, ceci depuis 2015, à la Fondation pour la recherche de la cardiologie universitaire, la Fondation GECOR. Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, eh bien, comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque, on la classe selon la fraction d'éjection ventriculaire gauche, c'est ceci depuis plusieurs années. Donc on a trois grands types. Le premier qui est encadré en rouge et qui nous concerne aujourd'hui, qui est donc l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui concerne les patients avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 50%. Et puis on a deux autres types. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, où elle est inférieure ou égale à 40%, et puis un groupe intermédiaire ici, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection discrètement diminuée, donc de 41 à 49%. Quelle est la prévalence de ces différents types d'insuffisance cardiaque ? Eh bien, ce sera peut-être une surprise pour vous, mais très clairement, le groupe qui nous préoccupe aujourd'hui est le plus important, puisqu'il représente 50% des patients hospitalisés ici au HUG pour une insuffisance cardiaque. Donc une pathologie très importante, une pathologie aussi très frustrante, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Pourquoi ? Parce que depuis des dizaines d'années, on a eu de multiples essais cliniques randomisés qui se sont tous révélés négatifs, d'où le fait que les guidelines, à répétition, nous signalent qu'on n'a aucun traitement qui a pu, de manière convaincante, diminuer la mortalité ou la morbidité dans cette affection, comme vous le voyez ici en 2012, 2016, 2021. Alors qu'est-ce qu'on fait chez ces patients ? Eh bien, en principe, on traite leur comorbidité, une fibrillation auriculaire, la maladie coronarienne, une hypertension artérielle ou encore le diabète. Et puis, bien entendu, s'ils sont en décompensation cardiaque et en congestion, on leur donne des diurétiques de Lance. Mais sinon, on n'a pas de traitement à visée pronostique chez ces patients, ce qui est un problème puisque c'est une population qui a un mauvais pronostic en termes de mortalité, mais aussi en termes d'hospitalisation à répétition pour insuffisance cardiaque. Maintenant, les inhibiteurs, les gliflozines, il y en a plusieurs disponibles, comme vous le savez, EMPA, DAPA, ERTU, donc on parle aujourd'hui de l'empagliflozine. Ce sont des médicaments qui font partie de la classe des SGLT2 inhibiteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les SGLT2 ? Vous les connaissez certainement, vous traitez les patients pour le diabète depuis plusieurs années par ces molécules. Ce sont donc des médicaments qui bloquent ici ce transporteur sodium-glucose au niveau du tube proximal rénal. Et bien entendu, si on le bloque, que se passe-t-il ? Eh bien, on augmente la concentration des urines de sodium et de glucose, et on provoque une diurèse osmotique également. Comme vous le savez probablement aussi, ces médicaments se sont révélés très efficaces dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Une étude ici qui a été publiée exactement il y a 2 ans, qui utilisait la dapagliflozine, l'étude DAPA-HF, qui a montré des bénéfices très très clairs en termes de réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais aussi de mortalité. Et puis 1 année plus tard exactement, soit il y a 1 année, ceci a été reproduit avec l'empagliflozine, dans cette étude Emperor Reduced, qui est en fait la sœur jumelle de l'étude dont on parle aujourd'hui, Emperor Preserved. Exactement les mêmes résultats, comme vous le voyez ici, des courbes tout à fait superposables de réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Vous le savez aussi probablement, les inhibiteurs SGLT2, c'est très spectaculaire, ont été propulsés maintenant en première ligne de traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, puisqu'on va résumer ici les recommandations, la semaine prochaine les recommandations de la Société européenne de cardiologie en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque. Donc, comme vous le voyez, ils sont ici en première ligne de ce traitement. Mais aujourd'hui, on parle de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et de cette étude, qui est une étude dont le design est très classique, un essai clinique randomisé en double aveugle contre placebo, une étude qui inclut, et j'attire votre attention là-dessus, des patients avec une fraction d'éjection supérieure à 40%. Je vous laisse comparer ceci aux définitions que je viens de vous rappeler. 6000 patients inclus dans cette étude. Donc on a randomisé ces patients
soit vers un traitement d'empagliflozine 10 mg par jour, soit le placebo. On les a suivis pendant une durée d'un peu plus de 2 ans. Et l'endpoint primaire de cette étude était toujours un endpoint classique dans ces études d'insuffisance cardiaque, la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ici encore les critères d'inclusion et d'exclusion. Je vous rappelle encore ici la fraction d'éjection supérieure à 40%. Les patients devaient aussi avoir une élévation du NT-proBNP et des changements structurels cardiaques à l'échocardiographie que je ne vais pas détailler ici. J'attire aussi votre attention sur le fait que les patients ne devaient pas avoir une hypotension symptomatique avec une systolique en dessous de 100 mm de mercure et on tolérait les patients jusqu'à un GFR estimé de 20. Quelques caractéristiques de base des patients dans cette étude. Je vous ai encadré les plus importantes ici en rouge, donc l'âge moyen de 72 ans. Vous voyez qu'il y a une bonne participation féminine, à peu près 45% de la population totale de l'étude. Finalement, pas une majorité de patients diabétiques, 49% dans l'étude. Un GFR moyen qui était encore préservé à 60, mais vous voyez tout de même, 50%, la moitié des patients de l'étude avaient un GFR en dessous de 60. Finalement, des patients symptomatiques en classe NYHA 2 ou 3 principalement. Et puis, ça c'est important, on en discutera tout à l'heure, un tiers des patients avaient une fraction d'éjection ventriculaire gauche entre 40 et 50, un tiers entre 50 et 60, et puis le dernier tiers supérieur ou égal à 60%. Ici, quelques résultats en termes de signes vitaux et de paramètres de laboratoire, ce qui nous permettra de comprendre un petit peu aussi l'effet physiologique de cette classe de médicaments. Vous voyez dans l'étude une réduction de l'hémoglobine glyquée, tout à fait claire dans le groupe empagliflozine et plus importante que dans le groupe placebo, une augmentation de l'hématocrite qui est due à la fois à un phénomène d'hémoconcentration, mais aussi à un impact direct de cette classe de médicaments sur l'érythropoïèse, diminution du poids, à peu près 1,4 kg, diminution de la pression artérielle, à peu près 2 mm de mercure pour la systolique, diminution de l'acide urique et diminution aussi du NT-proBNP. Maintenant, quel est le résultat en termes d'événements cliniques sur cet endpoint primaire? Eh bien, regardez ici cette courbe de Kaplan-Meier qui est très très claire. Vous voyez une réduction très nette ici de cet endpoint composite avec une diminution du risque relatif de 21%. Dans le groupe traité par l'empagliflozine. Donc je vous rappelle la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ce qui était aussi tout à fait significatif en termes de réduction absolue avec un NNT à 31, ce qui est tout à fait excellent. Donc des résultats, je dirais, cliniquement et statistiquement tout à fait significatifs. Les inévitables analyses de sous-groupes pour vous montrer ici qu'il n'y avait absolument aucune différence, comme c'était le cas dans d'autres études, selon le sexe dans les résultats de l'étude. Vous voyez que pour les autres caractéristiques ici, c'était aussi assez homogène. Par contre, j'attire votre attention ici sur le fait qu'il semble qu'il y ait une tendance pour les patients qui avaient une fraction d'éjection inférieure à 50% à plus bénéficier du traitement que ceux qui avaient une fraction d'éjection supérieure ou égale à 60%, bien que ceux-ci, dans des tests statistiques d'interaction, n'étaient pas statistiquement significatifs. Je n'insiste pas sur les autres sous-groupes préspécifiés qui n'étaient pas, comme vous le voyez, influencés, n'étaient pas différents par rapport aux résultats de cet endpoint primaire. Ici, le résultat pour les hospitalisations totales pour insuffisance cardiaque, pour vous montrer qu'elles ont vraiment été réduites de façon importante, 27% de diminution du risque relatif. Pour vous signaler aussi que cette étude, je ne montre pas les diapositives ici, mais n'a pas eu d'impact sur la mortalité cardiovasculaire ou sur la mortalité totale, comme c'était le cas dans les études que j'ai rappelées tout à l'heure dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Il n'en reste pas moins que diminuer les hospitalisations, c'est évidemment extrêmement important dans l'insuffisance cardiaque. Les effets indésirables, vous le voyez ici, dans leur globalité, pas de différence entre les deux groupes. Idem ici également pour les effets indésirables considérés comme graves. Je vous signale encore ici qu'il y a eu très très peu d'acidocétose, comme vous le voyez ici, et puis un tout petit peu plus d'infections génitales et urinaires dans le groupe empagliflozine, mais des chiffres extrêmement petits, comme vous le voyez ici. J'en arrive déjà à mes conclusions. Donc, clairement, c'est une étude très marquante. Pourquoi? Parce que c'est la première, et puis je peux vous dire qu'il y a eu des années, des décennies presque de frustration dans cette pathologie. Donc, la première qui montre des bénéfices en termes ici de réduction d'hospitalisation,
Donc très clairement, cette étude va avoir un impact sur votre pratique clinique d'interniste et de médecin de premier recours, c'est certain. Pas tout de suite, parce qu'il faudra encore l'approbation par Swissmedic qui va prendre quelques mois. Par contre, ce qu'il faut peut-être critiquer dans cette étude, c'est qu'elle a inclus elle a inclus 2 tiers de patients qui avaient des critères rigoureux d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. 1 tiers des patients dans cette étude avaient, je vous le rappelle, une fraction d'éjection inférieure à 50%, entre 40 et 50, et avaient donc une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection discrètement réduite, groupe dont on sait qu'il est physiopathologiquement plus proche de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire inférieure ou égale à 40%, et donc qu'il est plus susceptible de bénéficier de ce type de molécules. Donc c'est clairement un bémol à cette étude. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 va exploser dans les prochaines années du fait des bénéfices chez ce type de patients, mais aussi, comme vous l'avez certainement vu, chez les patients insuffisants rénaux, qu'ils aient un diabète ou pas. Et il faudrait être d'autant plus prudent dans notre utilisation chez des patients qui sont en période de jeûne, comme ceux qui sont dans une période périopératoire. Et il faudra aussi être prudent, même si c'est peut-être moins grave, mais sur les infections potentielles génitales, et donc conseiller les patients d'avoir une hygiène la plus optimale possible sur ce plan-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je réponds très volontiers à vos questions.